Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Corentin Périni, Valentin Schirmer, l'émission des Tintins. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission des Tintins. Vous savez, l'émission où l'on refait le monde avant qu'il nous défasse. Il fait très très chaud en studio, Valentin Schirmer, n'est-ce pas? Oui, absolument. Je suis en phase de liquéfaction et on va voir tout l'alcool que j'ai pu ingurgiter ces dernières heures. Donc c'est pas à mon avantage. Ça va Ça n'aurait pas eu s'évaporer très dans le belle studio. mort. Voilà, je m'excuse auprès de mes proches. Il reste quand même 1 heure et nous sommes avec notre invité du jour, Christian Combaz. Bonjour Christian Combaz. Bonjour et pardonnez-moi d'être aussi présent en ce moment dans les médias. C'est un peu un hasard. mais- J'espère ne pas vous excéder votre patience. Mais non, mais les gens le demandent. Les gens C'est le vrai. demandent. Les gens me demandent, il y a trop de Christian Combaz. Vous êtes un petit peu l'Emmanuel Macron d'aujourd'hui. On vous voit partout. Non, non. Oh là là. Vous êtes au Groenland, vous êtes non, partout. mais, Vous allez pouvoir répondre à ça. très honnêtement, c'est pas du tout par désir de me mettre en avant, c'est parce que voilà, bon, il y a des créneaux, puis surtout Puis vous avez le défaut de venir à Paris. Donc voilà, forcément, je les viens gens à vous Paris invitent. assez rarement, donc vous compressez Voilà, Vous rentabilisez le déplacement au maximum. Évidemment, Toxin passe après tout le monde et on va pas revenir sur la polémique. Vous êtes écrivain, essayiste, journaliste, et puis vous avez votre dernier livre, Jean de Campagnol, est aux éditions Jean-Cyril Godefroy. C'est une réédition, c'est bien ça? C'est une réédition d'un truc qui était paru chez Flammarion en 2012 et dont la parution mérite un petit mot. Il a été pratiquement censuré par son propre éditeur puisque je voulais l'appeler Éloge des braves gens. Et mon éditeur m'a dit, ouh là là, braves gens, ça fait un peu fasciste, ça. Ah oui. Fasciste. Enfin, oui, parce que ça avait une connotation d'extrême droite, puisque c'était la France vertueuse, celle dont on voulait plus entendre parler. Ah oui, parce qu'il y aurait des gens qui ne seraient pas braves. Oui, parce que les braves gens, en fait, désormais, désormais ce sont ceux de Georges Brassens. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre que. Donc c'est forcément des gens très réactionnaires, très méchants. Alors que dans Victor Hugo, les braves gens, dans Flaubert, c'est des gens remarquables. Alors ils n'avaient peut-être pas la ref ni de Brassens ni de Flaubert. La référence, Victor Hugo. français, quand même, La référence. Nous sommes avec un Oui, écrivain. nous sommes avec un écrivain. Alors vous connaissez l'émission. Moi je vais vous parler de rugby et d'Emmanuel Macron, deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer et qui se sont malheureusement rencontrés. On va parler de votre coup de gueule aussi, Christian Combaz. Aujourd'hui tout est interdit et on nous autorise de temps en temps à sortir, ne pas mettre de masque ou mettre des masques. Alors voilà, on va parler de ça. On va parler de ça un petit peu plus tard. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre portrait, Christian Combaz, par Valentin Schirmer. L'émission des Tintins, l'invité d'honneur. Christian Combaz, alors vous aussi, comme bon nombre de nos invités, vous avez goûté un temps aux joies du monde officiel, à la reconnaissance mondaine, aux salles de rédaction les plus respectables du pays. Vous avez même flirté avec les ors des prix littéraires, mais malheureusement, votre inclinaison un tantinet trop prononcée pour la liberté et l'indépendance vous a excommunié de cette église où seuls survivent les esprits spongieux et les langues qui osent s'aventurer jusqu'au sillon interfécié de Patrick Cohen. Ne me demandez pas pourquoi Patrick Cohen, ça m'est venu tout seul. Quoi qu'il en soit, vous êtes né à Alger en 1954 d'un père... Par hasard. D'un père savoyard et d'une mère corse. Là encore, une expérience génétique assez audacieuse qui m'évoque l'image fascinante d'une vendetta au reblochon. Il fait 39 degrés dans le studio, vous me pardonnerez de délirer un peu. Inutile de préciser que quand on est français et qu'on est à Alger en 1954, on n'y reste pas très longtemps. Vous déménagez donc à Bordeaux, où vous grandissez dans un affreux milieu catholique réactionnaire, dont vous avez gardé quelques séquelles encore vivaces. En 1968, votre famille s'installe à Paris. Alors, né à Alger en 54, s'installe à Paris en 68, on apprécie le sens du timing. C'est à la capitale que vous allez commencer à fréquenter une certaine bourgeoisie parisienne, au contact de laquelle vous allez développer le goût de la lecture et du monde littéraire. Cette révélation va vous amener à rompre un temps avec vos études et avec votre famille, alors que votre père souhaitait que vous prépariez Normal Sup. J'ai préparé Normal Sup, mais j'ai quitté Hippocagne pour entrer dans une compagnie d'assurance. Voilà, donc c'était pas le parcours prévu. Hippocagne à Henri IV. Voilà, donc oula, oui, vous voyez. Ensuite, s'ensuit une existence un tantinet bohème qui va vous faire successivement coursier, employé d'assurance, contrôleur au théâtre des variétés, et enfin pigiste aux nouvelles littéraires et au quotidien de Paris sous la direction de feu Philippe Tesson, qui vous met le pied à l'étrier sur le plan de l'écriture. Finalement, vous décidez de renouer avec les études et vous vous inscrivez à Sciences Po, où vous suivez des cours, entre autres,
de Laurent Fabius et de Raymond Barre. Donc vous revenez de loin quand même. Hein. Oui, enfin, dans un cas, c'est un assez bon souvenir. Raymond Barre était tout à fait charmant. Fabius, c'est exactement le contraire. On était 8 dans sa conférence. Il était odieux comme maintenant. Et voilà, donc... Et vous n'avez pas de séquelles encore? Si, j'en ai beaucoup, puisque... Enfin, bon, il a contribué à me détourner de ce monde que j'ai compris et qui n'était pas le mien, quoi, c'est tout. À l'issue de ce cursus, en tout cas, vous entamez votre carrière littéraire et vous vadrouillez aux quatre coins du monde, animé par la passion de l'aéronautique, entre autres. Votre éloge de l'âge, publié chez Robert Laffont à 28 ans, vous permet d'obtenir une certaine indépendance financière et de vivre de votre plume. Comme je l'ai dit plus tôt, vous êtes plusieurs fois nominé pour des prix littéraires, sauf que vous avez la curieuse idée de préférer la compagnie des terriens de la France périphérique à celle des salons parisiens, ce qui n'est jamais très pratique pour obtenir un prix. À vrai dire, j'ai fréquenté les deux, mais bon... Vous avez préféré J'ai préféré, et eux ont compris que j'étais plutôt terrien que parisien. Et en parallèle, vous menez une carrière de chroniqueur et d'éditorialiste pour divers journaux depuis votre campagne. En 92, vous obtenez enfin une reconnaissance institutionnelle, celle de chevalier de l'ordre des arts et des lettres, qui doit vous être remise des mains de Jack Lang, raison pour laquelle vous refusez ce grade. Décidément, vous n'êtes pas du tout fait pour le carriérisme germano-pratin. Pour ne rien arranger, vous allez au début des années 2000 vous enticher d'un écrivain à la réputation encore moins soignée que la vôtre, en la personne de Renaud Camus. Vous le ferez entrer chez Fayard et comme ça ne vous suffit toujours pas, vous allez publier peu de temps après 2 pamphlets inqualifiables, Enfants sans foi ni loi et La France mérite mieux que ça, qui vous vaudront d'être exclus des éditions Fayard justement, mais plus généralement une marginalisation croissante du monde civilisé des médias officiels. Et j'ai retrouvé pour vous faire plaisir un extrait d'une émission de chez Thierry Ardisson où vous êtes invité pour Enfants sans foi ni loi, dans lequel vous êtes désigné à la vindicte non pas populaire mais boboisante. Sont présents sur le plateau Joe Star, Guillaume Canet, François Berléand et un gauchiste célèbre que je et Clotilde Courreau. C'était la pire, elle a refusé de me serrer la main en partant. Ah bah dis donc, décidément. Mais elle voulait que vous fassiez la bise peut-être. Je propose de faire deviner à Corentin, mais en fait il est déjà au courant, je l'ai prévenu. En tout cas, il a beaucoup apprécié votre livre, on l'écoute. Alors vous pensez quoi du bouquin de combat? Ça vous hérisse ou il a un peu raison quand même? Non, pas du tout. En rien. C'est une abomination sur le fond, sur la forme. C'est particulièrement insupportable toutes les citations que je peux faire sexistes, racistes. Il se trouve que je l'ai lu. J'ai fait une grosse connerie. J'aurais dû me contenter de lire le titre, de savoir en creux ce que ça veut dire. Enfant sans foi ni loi, ce qu'il regrette tout son livre, c'est qu'il n'y ait pas de foi. Il l'explique, la foi catholique, chrétienne, l'Europe qu'on connaît. Jamais dit ça. Je vais pas les dedans, lire. c'est pas dedans. C'est du dedans. Tout. Elle va pas le moins du monde. Et maintenant, à 60 ans, faute d'avoir pu leur inculquer mes règles, ses règles à lui, sa vérité, ses saloperies contre les femmes, contre les homosexuels. Les règles qui sont ici avancées comme un programme direct du Front National. C'est le Front National en direct. Voilà. C'est pas dans le livre. C'est beau. C'est dans le livre. Oui, c'est quand même moi qui l'ai écrit. Mais imaginez que j'ai pas pu avoir l'imprudence de citer le Front National dans le livre ou de prôner quelques idées politiques que ce soit. Donc c'est évidemment un fantasme de ce type, mais qui est habitué. C'est génial parce que l'extrait dure évidemment une dizaine de minutes et à chaque fois il cite des passages qui n'ont, enfin, il fait le livre et en même temps il cite des passages qui n'ont rien à voir avec ce qu'il vient d'expliquer, mais qui, c'est génial. Donc on aura reconnu l'immensément vertueux Romain Goupil, celui-là même qui, après avoir fréquenté les barricades rose-bonbon du quartier latin, a défendu l'invasion américaine de l'Irak en 2003 et l'élection d'Emmanuel Macron, une sorte de saint pour notre époque. Et on peut se réjouir de savoir que dès 2002, on maîtrisait à la perfection les techniques de diabolisation du type « Tu défends l'autorité des professeurs sur les enfants, tu es donc un le péniste convaincu, sinon un nostalgique des régimes bien connus des années 30 ». Heureusement pour vous, tout le monde médiatique ne vous considère pas encore comme un hitlérien de bénitier et vous allez pouvoir continuer vos activités de chroniqueur et d'éditorialiste pour Le Figaro et Valeurs Actuelles notamment. Dans le même temps, votre bougeotis de chronique ne s'est pas soigné, vous allez vivre à New York, puis à Milan, à Saragosse. Et surtout, non, vous avez sauté l'épisode de l'Est, c'est très important. Ah oui, avec la Hongrie et la Russie. Oui, c'est très important parce que j'ai vécu à l'Est pour montrer, j'ai écrit un livre qui disait, attention, les pays de l'Est qui viennent de s'ouvrir sont un conservatoire de ce que nous aurions dû rester. Avec des enfants qui apprennent le solfège, avec des hommes, des femmes. Oui, c'est ça. Et puis l'influence américaine réduite au minimum. Et donc je disais à un poète hongrois, ne vous laissez pas acheter votre âme, vous aurez à la racheter 2 fois plus cher. C'est exactement ce qui s'est passé avec la Hongrie. Voilà. Et donc je vous raconterai pourquoi après je suis devenu une bête noire, parce que la CIA et les réseaux d'influence du genre USAID n'y sont pas étrangers. J'ai
des preuves précises. Là encore, vous allez vous déraper déjà. L'émission n'a pas commencé. Là, on n'a pas encore le volet complotiste. Nous, on est jeunes, on a une carrière à mener. C'est donc niché au creux de ces villages français inaccessibles à la mentalité parisienne que vous allez créer un nouvel univers à partir du livre Jean de Campagnol, à l'écoute de la France que l'on n'entend pas. Vous allez vous faire en quelque sorte le pendant littéraire des analyses de Christophe Guilluy. Chez le même éditeur. Dans le même mois de publication. Ah bon ? Sauf que la différence, c'est que lui est un universitaire, donc reçu partout sur les mêmes thèses. Et moi, je suis un méchant artiste qui, voilà. Et en plus, pas progressiste. Ce qui va donner naissance à votre chaîne YouTube Campagnol TV en 2016 et à votre roman Rebarbe à Campagnol, pour lequel on vous a reçu, dans lequel vous dépeignez la vie bien ordinaire et reposante d'un bourg français en proie aux sociologies et aux chamailleries politiques de notre époque, une sorte de cloche-merle à la sauce Covid et brigitologie. Et parce que vous êtes justement l'un des derniers écrivains à parler de cette France oubliée, à la faire respirer à travers vos ouvrages en ne cédant pas à la mode des immensités vides ou urbaines, parce que vous rendez ces lettres de noblesse à l'échelle humaine d'une existence saine, eh bien, merci Christian Combal. Merci à vous, c'est gentil. Voilà. Je remercie chaque fois mes invités, ça crée une bonne ambiance. Après les avoir défoncés avant dans le... Non, c'est gentil, c'est à peu près juste. En effet, il y a à peu près tout, sauf l'Est, en effet, qui m'a servi, en fait, qui a été un peu le détonateur de la comment dire, la carrière un peu en sourdine que j'ai menée après 55 ans. Parce que j'ai eu le tort d'écrire un livre qui s'appelait De l'Est, de la peste et du reste. Le titre est relativement explicite. Et j'ai expliqué ce que je vous ai dit à un Hongrois. Et alors, je résume la réaction. Elle a été vive et très significative. Double page dans un journal anglais, sous le titre « Poison that seeps from the West ». La fille se moquait de moi ouvertement en disant c'est un écrivain qui n'a pas eu beaucoup de succès, donc il faut l'excuser, etc. Incroyable. Oui, donc j'ai été littéralement descendu par la CIA, double page dans un journal anglais, parce que j'avais eu le tort de dire... mais la CIA et le journal anglais, le rapport entre les deux... Là, je vais vous le dire. Alors dites-nous, parce que sinon... Directeur Robert Maxwell, le père de Guylaine. D'accord, oui, c'est celle qui... Alors, CIA ou peut-être même Mossad. On sait pas. Oh là, attention. Bon, allez, c'est la fin de cette émission. Alors, merci d'avoir participé. Ça, c'est le premier indice très sérieux de ce que j'affirme. Le deuxième, c'est que dans le Figaro littéraire, dont j'étais un membre depuis de nombreuses années, qui aurait dû avoir de certains égards à mon sujet. Ce petit livre a été critiqué sur une pleine page, sous le titre « C'est la faute aux Américains ». Donc là encore, grosse ironie bien appuyée, pour me rendre ridicule sur ce thème qui était désormais donc tabou. Qui était signataire de ce papier? Un jeune homme de 23-24 ans nommé Manuel Carcassonne, qui est devenu Manuel Carcassonne 10 ans après, membre de la Young French American Foundation. Ah bon. Voilà. Et vous voulez dire que c'est tout un petit monde. Et il a fini comment? Directeur de Grasset. D'accord. Voilà. Okay. Donc en gros, il y a une logique. Tout est parfaitement cohérent. Vous connaissez bien le CV de vos ennemis. Pour avoir dénoncé cette logique, qui était une logique odieusement pro-américaine, il y a beaucoup de prodromes, puisque j'ai participé en tant que journaliste du Figaro, donc Figaro Prestige, à des couverture d'opérations du service public français pendant 15 jours à New York, 15 jours en Californie, interview de stars, Lynn Renault, etc. Pourquoi ? Parce que nous étions les vecteurs d'une propagande culturelle américaine. Mais moi, je m'en suis aperçu très tard. Au début, je pensais que c'était parce que j'étais un journaliste de talent. C'était le monde libre aussi. Voilà. Et donc, José Arthur, Pierre Bouteiller, Claude Villers, tous ces gens léchaient littéralement les QL américaines. Oui. Oh là là. Mais alors, justement, les QL, pas en plusieurs mots. Attention, parce que... Mais parce que vous êtes très proche du monde rural, et pourtant aussi, dans votre livre, vous critiquez aussi l'américanisation de ce monde rural. Oui, évidemment. A été infesté aussi. Le mari de mon éleveuse là à côté portait un t-shirt All-Time American Legend. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est cette espèce de... Mais d'ailleurs, c'est ce que vous trouvez. Des prénoms anglo-saxons. Oui, absolument. Les Kevin, les machins, les Jason, Cindy. Il y a une fille que je connais qui s'appelle Cindy. Donc tout ça, c'est un peu ridicule en campagne et ça désigne l'influence américaine grotesque. Ouais. On parlait, parce que je mélange un peu les interviews, avec Charles Gave, je crois,
crois. Non, c'est ce matin sur Ligne de droite à Radio Courtoisie. Nous parlions du succès incroyable des stages en milieu rural de danse folklorique américaine. Oui, la country, oui. C'est fascinant. C'est-à-dire qu'en gros, ces gens aiment bien se retrouver et dragouiller quand ils sont veufs et veuves. C'est un peu l'équivalent d'été dansant, mais ça fait ringard parce que machin l'a dit, Ardisson l'a dit, ça fait ringard de danser la bourrée, donc on danse la danse des cow-boys. Même aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de raison de dire du mal que du monde rural, on peut parler de la bourgeoisie. Oui. Les bourgeois catholiques qu'on peut croiser dans Paris, ils dansent une danse qu'ils appellent une danse classique, qui est le rock. Ah oui, alors qu'en fait, c'est une danse typiquement américaine. Je me souviens, puisque j'étais élevé, moi, au collège de jésuites, juste derrière, là, à Franklin, sur la colline de Chaillot, et pour aller dans les rallyes, il fallait aller apprendre le rock and roll chez Balaruc ou je sais plus, c'était sur les Champs-Élysées. Il y avait un studio où les familles envoyaient les jeunes apprendre le rock and roll. Ouais. Voilà. Donc il y a toute une partie de la population qui s'est américanisée. Et comment vous pensez que cette France rurale on parlait de Brassens tout à l'heure, Fernandel, tout ça. Est-ce que vous pensez qu'elle est morte, qu'elle va mourir, ou non, parce que il y a une jeunesse qui peut encore la tenir? Non, ce qui s'est passé, c'est que le monde américain, en nous fourguant littéralement son imaginaire, a commis beaucoup d'erreurs. Et l'une d'entre elles, c'était de balancer sur TF1 notamment pendant une bonne dizaine d'années des feuilletons absolument dégueulasses, d'une violence invraisemblable à 21h. Et donc tous les enfants de milieux ruraux qui ne se sont pas méfiés au début voyaient ces espèces de dissections de cadavres où l'inspecteur disait « Ah, la fille a dégusté, il l'a tué de 27 coups de couteau ». Mais on croit rêver. Ça, à 21h, sur la première chaîne française. Et ça, c'était directement importé des États-Unis. Je vais même vous dire une chose, ça a été importé aussi vers France 2. J'ai mené une enquête pour le compte du Figaro pour savoir au moins si on pouvait connaître le montant des budgets publics alloués à l'achat de ces conneries cruelles. Combien ? Non, on pouvait pas. Ah bon ? J'ai jamais pu obtenir le chiffre. C'est dommage parce que je crois que c'est quand même vos impôts, France 2. Oui, absolument, absolument. Non, c'est donc vraiment, il y avait un scandale monstrueux à l'époque sur le plan moral. Moi, je parle en tant qu'écrivain. Je m'échinais à écrire des livres dans la veine de Mauriac ou de Bernanos. C'était ma génération, qui au début était considéré comme convenable et vraiment j'ai même été très félicité par la critique. Et puis peu à peu, j'ai été ringardisé parce que je racontais pas des histoires de psychanalyse à Chicago. Mon propre éditeur, Robert Laffont, m'a dit « Mais tu passes ton temps là-bas, pourquoi tu n'écris pas sur New York et sur Los Angeles ?» Vous voyez, on était dans les années 85, 92, il y avait une fascination pour les États-Unis. Cette fascination était déjà celle du fric. Regardez le successeur de Robert Laffont à la tête des éditions Robert Laffont, qui s'appelle toujours Bernard Fixot, qui a fondé depuis sa propre boîte. Il a fait fortune sur un tropisme américain. Il habite à Central Park. Son bureau d'éditeur français est au 63e de la Tour Montparnasse. Le type, il vit un rêve américain, il fait que des best-sellers où la fille, dans le genre Guillaume Musso, la fille s'appelle Parker, elle rencontre un journaliste intéressant sur un banc de Central Park. Trevor. Exactement. Incroyable. Et on a essayé de nous fourguer ça. Alors non seulement on a essayé, moi, de me le faire écrire, ça, mais en plus, quand mes propres livres se vendaient un peu moins bien, on me disait « Pourquoi tu ne traduis pas ça ?» Et donc, par nécessité économique, j'ai traduit pendant des années toute cette merde littéraire américaine. Vous avez refourgué aux lectrices françaises. Qu'on le retrouvait dans la vitrine de mon éditeur devant mes propres livres. Ah oui, d'accord. Donc vous voyez un peu le degré de soumission culturelle qu'on nous a infligé. Alors, pour avoir raconté tout ça graduellement de plus en plus fort dans la presse, évidemment, j'ai été écarté parce que je faisais de la peine aux grands frères. Oui, donc vous connaissez bien ce genre de livre. Ce sont des circuits que je connais très bien. Et la dernière chose qui m'est arrivée, c'est 2015 dans le Figaro, je ricane à propos d'une œuvre d'art contemporain sur la pelouse de Versailles, un connard nommé Amish Kapoor qui avait fait une sorte de... Ce sont vos propos. Qui avait fait une sorte de conque énorme de 15 mètres en métal rouillé qu'il avait appelé le vagin de la reine. Ah bah oui, tout à fait, à Versailles. Alors donc je ricane là-dessus dans le Figaro en disant ce type s'est offert un selfie à 2 millions d'euros aux frais du contribuable français, etc. Bon. Eh bien, n'aviez-vous pas dit ? Oui, puisque j'ai eu les honneurs du New York Times. Ah bon ? Oui, mais il faut comprendre que ça, ce sont des sujets tabous. C'est comme l'abandon du dollar, c'est des sujets tabous. Le type qui en parle est carrément écarté.
Sauf si vous êtes chez Charles Gave, par exemple. Oui, Ça, Et ça vous vous avez- verriez. ou bien chez Toxin, où j'ai bien sûr. un peu l'impression d'avoir saisi le micro pour en parler. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Valentin Très Schirmer, bien, moi, et en même temps, ça vous a permis quand même de trouver aussi une voix indépendante, puisque maintenant, là, vous êtes en direct. Elle est devenue indépendante. Je suis septuagénaire, donc j'ai pas grand-chose à perdre ni à gagner. Et de toute façon, je pense que cette vérité va Le être. fait que vous parlez du Mossad à l'antenne Voilà, et c'est que. ça. Le Mossad, c'est très connu. Le lien, Bien le sûr. lien entre Ghislaine Maxwell, C'était pour vous taquiner. entre Ghislaine Maxwell et le Mossad, Bien sûr. il y en a plein les journaux. Et donc voilà, bon, de toute façon, cette vérité va devenir publique dans les 3-4 ans. Alors, vous ne faites pas qu'écrire aussi, vous faites du parapente. Pour les Je gens fais de qui l'aviation déjà. Christian Oui, Je Courmas, fais de l'aviation et je suis Vous avez devenu. abandonné l'aviation. Voilà, je suis devenu de plus en plus pauvre comme aviateur et donc je pouvais pas continuer à entretenir ma licence. D'abord parce qu'il fallait que j'achète ma maison, ensuite parce que l'heure de vol était très chère et puis parce que est arrivé le deltaplane dont j'ai un peu pratiqué, que j'ai un peu pratiqué la première année, mais heureusement que le parapente est arrivé très vite parce que j'y ai gagné beaucoup sur le plan musculaire et articulaire. Hein. parce que ça nécessite. Le delta, c'est dangereux pour les articulations. On a toujours une épaule luxée, un genou qui a reçu. On atterrit à 40 à l'heure avec 40 kilos sur le dos. Hein. Oui. Donc, bon. Le parapente est arrivé à point nommé et là, j'ai vraiment adoré ça. Et j'en fais toujours. J'ai 71 ans, j'en fais 2 fois par semaine. Vous en faites 2 fois par semaine. J'adore ça. C'est vous. J'adore ça. Et vous changez d'endroit. Alors, je vais arrêter progressivement parce que je commence à me douter qu'il y a des problèmes de circulation. Parce que quand on fait des virages un peu appuyés, moi, il m'arrive d'avoir le sang qui quitte un peu la tête. Et Non, on veut pas. Là, c'est pas le cas aujourd'hui. Je sais pas On si voudrait les gens pas vous l'imagent. perdre quand même. Alors, on va parler sport. On va continuer sur le sport. On va parler un petit peu d'Emmanuel Macron et de sa rencontre avec le monde de l'Ovalie. La revue de presse des Tintins. La revue de presse des Tintins. Alors le rugby, Valentin Schirmer le sait, je l'ai découvert grâce à lui notamment. Alors, je savais à peu près ce que c'était quand même dans les grandes lignes. Il y a un ballon ovale, il faut le mettre de l'autre côté. La biscotte, enfin bon. Voilà, c'est des fondamentaux. Alors ça, je connais toujours pas, à part au petit déjeuner. Mais Valentin Schirmer qui est un joueur aguerri, vous en avez fait combien de temps? J'en ai fait 6 ou 7 ans quand même. 6 ou 7 ans. Voilà, vous j'étais ailier, donc j'étais préposé parfois à recueillir un certain nombre de chandelles, donc vous savez, les grands coups de pied. Oui. Et mon strabisme n'a pas aidé, disons, à me faire une grande carrière. Donc j'ai plus été. Et c'est comme ça que j'ai écrit, pardon, maintenant c'est moi qui raconte ma vie. Allez-y, on vous invitera dans l'émission. J'ai été plus remarqué en tant qu'écrivain, puisque j'écrivais les articles de matchs de ma propre équipe de rugby. Donc voilà, c'est là que vous avez vu. Je me suis fait un nom un peu plus honorable que sur le terrain, on va dire. Voilà, c'était le strabisme, c'était pas normalement, c'est toujours le genou qui pète. Non, les yeux étaient. Les yeux n'étaient pas là. Enfin bref, samedi dernier, vous le savez, se tenait la finale de top 14 entre Toulouse et Bordeaux. Il y a une tradition, figurez-vous, c'est pour la finale du top 14, le président de la République assiste à cette finale. Et Emmanuel Macron, il était bien présent, donc c'était au Stade de France, mais il n'a pas foulé les pieds de la pelouse parce qu'il n'est pas très à l'aise sur le gazon et tout simplement il n'est pas très à l'aise avec le peuple français parce qu'il y a un bruit qui lui est revenu dans l'oreille. Écoutez ce bruit, ça c'était en 2023, c'était dans ce même Stade de France et juste avant la cérémonie d'ouverture donc de la Coupe du Monde de rugby, et les Français d'Ovalie avaient montré comme ça, donc avaient sifflé Emmanuel Macron pour montrer qu'il ne portait pas forcément notre président dans notre cœur. Là il tente. Voilà, il tente de faire son discours sur les sifflets, c'est assez compliqué. Et on voit évidemment sa tête. Là, j'ai pas pu le mettre parce que c'est TF1 qui possède donc les droits, tout simplement. Mais on peut imaginer évidemment qu'il n'était pas très à l'aise. Et alors après, 2 ans après, la popularité d'Emmanuel Macron a-t-elle augmenté dans le monde du rugby ? La réponse est évidemment non. Voilà, sa popularité est toujours aussi exprès que vous avez dit qu'il n'était pas à l'aise sur le gazon ? Non, alors voilà. Alors, je vous laisse avec vos propos. Je vous entendais qui nous échappe. Non. Alors, attendez, si vous avez compris la blague. Si on doit arrêter l'émission toutes les 10 minutes, c'est clair. C'est dommage qu'on vous invite et vous nous faites. C'est chaque fois que les gens, on invite les gens, ils veulent faire fermer notre chaîne. Ouais, voilà, exactement. Il y a vraiment. Alors que vous êtes à 85 000 abonnés. D'ailleurs, vous êtes à 84 000 et vous avez. Oui, ça redescend. Ça fait 3 ans que j'ai pas bougé en fait. C'est pas possible. Oui, il y a
Bon, bref, donc abonnez-vous en même temps à Campagnol TV. Bref, donc sa popularité est toujours en baisse. Mais écoutez un petit peu les commentaires de nos collègues de France Télévisions. Cédric, avec un protocole tout à fait inédit pour cette finale de Top 14 2025. Vous savez que la tradition habituellement, c'est que le président de la République aille sur le terrain, saluer les deux équipes. Et bien, Emmanuel Macron a décidé ce soir de choisir l'intimité des vestiaires. On est à la sortie du vestiaire du Stade Toulousain, du Union Bordeaux-Bègles. Voilà, l'intimité des vestiaires, mais pour ne pas dire qui s'est planqué dans les vestiaires, finalement, comme un couard. Alors, on dit qu'il a choisi l'intimité des vestiaires. Alors, on le sait, vous l'avez dit, il aime l'ambiance des vestiaires, Manu, de ces corps d'hommes chauds qui se retrouvent, qui se donnent ensemble, qui vivent une épopée, une transcendance. Bref, il adore ça. Et après la victoire de Toulouse, il est revenu dans les vestiaires, donc des vainqueurs évidemment, parce qu'il aime que les vainqueurs, une bière à la main, en mode cool, et il n'a pas pu s'empêcher d'en tripoter. Regardez. Tu vas lui faire la bise à Macron, non voilà, il va lui faire la bise à Macron déjà. Et après, donc, là, vous avez un discours digne de chez PTV, de ChatGPT, pardon. La volonté, vous n'avez rien lâché. Vous n'avez rien lâché. Donc, bravo. Voilà. Et là, hop, allez, il a sa bière. C'est quand même un petit peu plus compliqué. Et là, il est un peu trop gros pour avoir été tripoté, celui-là. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et là, il finit sa bière cul sec comme un adolescent. Bon, voilà, on va désacraliser la fonction jusqu'au bout. On n'est pas à ça près. Voilà, donc ça, c'était les aventures de Manu en Ovalie. Deux mondes donc qu'on n'aurait jamais dû voir se rencontrer. J'ai eu encore une anecdote sur Macron et l'Ovalie, puisqu'il était déjà président malheureusement en 2019. Et j'étais allé voir la finale au Stade de France. Et la tradition, c'est donc que le président de la République descende sur la pelouse, saluer les joueurs, accompagné du président de la Ligue nationale de rugby. Et c'était juste un an après les Gilets jaunes, vous voyez, il y avait encore des actes de Gilets jaunes à ce moment-là, donc il a été copieusement sifflé, et la presse unanimement a titré le président de la LNR copieusement sifflé au Stade de France. Ah, c'est génial. Quand on est journaliste, on a des oreilles qui permettent de savoir qui sont les sifflets. Alors donc ça, c'est c'est le président. Ouais. Mais malheureusement, vous le savez, qui dit match au Stade de France d'une finale, d'un événement sportif, dit des débordements, des heurts avec la police, et non. Ah non, malheureusement, là, ça n'a pas été le cas. 80 000 personnes dans un stade et pourtant pas une bagarre. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui a changé par rapport à la finale de la Ligue des Champions ? Je vous laisse commenter, puis on verra ça avec vous. Je pense que c'est un sport anglais, le rugby. Mais je voulais revenir avec vous d'abord là-dessus, Christian Combas. Que pensez-vous de l'attitude de Macron à cette finale, le fait qu'il ait peur de la foule, qu'il aime les ambiances de vestiaire c'est un tout. Il faut regarder 7 ans auparavant et voir toutes les étapes. Et moi, je ne veux en parler que comme un personnage de roman, un personnage de cinéma. Il est évidemment profondément déséquilibré mentalement. Quand il s'agit de renommée télévisuelle, il est jamais naturel quand une caméra tourne, c'est évident. Mais est-ce que c'est pas tous les politiques? Non, regardez les prédécesseurs. Même un Mitterrand, en fait, était plus que naturel. Il était bougon, il était mystérieux, et finissait par devenir attirant parce qu'il avait ce côté un peu pharaonesque. Macron a choisi de jouer la carte inverse, qui est la carte Zelensky, la carte de la familiarité avec le public. Ça ne marche pas. Zelensky est haï en Ukraine, et bon, Macron, il n'est pas très aimé non plus. Oui, vous trouvez donc voilà, en fait, il y a des moyens plus habiles de se faire aimer que ceux qui l'emploient, il n'y a aucun doute. Le fait de monter sur une table pour dire « ouais, allez-y » à Moscou, c'était très limite, c'était surtout limite parce que Poutine, c'était pour la finale de la Coupe, 2018, voilà, la Coupe du Monde. Là où c'était très limite, à la limite, ça aurait pu se concevoir si c'était la finale pour le bouclier de Brennus, dans un contexte franco-français, un président qui paye de sa personne à ce point-là, ça aurait été presque sympathique. Là, il y avait Poutine derrière lui qui le toisait en disant « mais qui c'est que ce crétin ?» Et le regard était implacable. Et 4 ans plus tard, au Qatar, il y a la France, la finale, il a commencé à harceler Kylian Mbappé à la sortie du terrain, qui venait en plus de perdre à la finale du Coupe du Monde. Donc, il arrive, il lui touche partout. Non, mais carrément, il met front contre front, du style je partage ta douleur. Enfin bon, non, c'est vrai que c'est fatigant. Quoi. Et alors, c'est fatigant comme dans une famille. Moi, là encore, je reviens aux commentaires non politiques. C'est comme si un membre de ma famille se rendait ridicule un jour de
mariage ou d'enterrement. Ah oui, c'est vrai. Ou d'enterrement, parce que vous observerez un truc, c'est qu'il a un comportement typique de celui qui emmerde le monde à monter au pupitre de l'église en disant « Mon oncle Marcel, j'aimerais en parler un peu, car... Ouais. Mais incroyable. Oui, c'est exactement ça. C'est pas lui qui l'a abandonné il y a 15 ans. Mais incroyable. Il a ce comportement m'as-tu vu en toutes circonstances, y compris les plus graves. Quoi. Oui, à prendre une voix plus grave que la mariée, que la veuve. Et Roxane Despalingue dirait il a un côté cringe. Vous savez ce que c'est, cringe? Non. C'est malaisant. C'est ça. Malaisant est un mot qui a été très... la meilleure personne pour faire des anglicismes. Oui, c'est exactement. Roxane, qu'on salue, qui nous regarde. Enfin bon. Oui, donc c'est quelqu'un qui vous gêne. Et vous Oui, il est gênant, voilà, il y a de la gênance, comme disent les jeunes. Non, mais oui, il y a le côté là, de vouloir intervenir constamment. Absolument, qui est d'ailleurs un moyen de se faire repousser. Oui, en plus. Oui. Parce que vous avez dans tous les films, il y a un personnage du genre Gérard Jugnot dans Les Bronzés qui essaie de se placer, ou Michel Blanc. Et donc là, en l'occurrence, politiquement, on pourrait dire que ça aurait pu marcher sur un malentendu. mais il faut beaucoup des malentendus. Oui, la mayonnaise ne marche pas. Bah, écoutez, merci beaucoup. On va écouter nos auditeurs. L'émission des Tintins. La parole aux auditeurs. Ils sont en direct ou non? Alors j'ai dit écouter, mais en fait on va lire les questions qu'ils nous ont données. Donc, mais sont-ils en direct? Patricia non, on n'est pas en direct. On va 567 qui nous dit merci Christian Combaz pour votre élégante intelligence de réussir à parodier la parodie absurde que nous vivons. Ça, vous allez nous expliquer la parodie absurde, tout en décryptant une analyse fine de tous ces grossiers personnages illégitimes dans leurs fonctions et dont l'âme est corrompue. Que Dieu les ramène à la lumière de son amour, c'est le seul remède dont je souhaite et prie chaque jour. Force et courage à nos esprits libres, tant que nos cœurs battront. Et il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Exactement. Et voilà. C'est très gentil, mais il n'y a pas de question. Je peux répondre. Donc, non, mais il est évident que pour répondre quand même à une question implicite, il y a un manque d'âme dans ce que nous vivons. Il y a un manque de spiritualité chez les gens qui nous gouvernent. Quand les deux, d'ailleurs, du couple maudit joignent les deux mains devant le pape, on n'y croit pas un instant. Ou à Lourdes. Oui. Ils ont joint les mains devant la caméra. On n'y croyait pas un instant. C'est une parodie, littéralement. Il a pleuré aussi. Donc les gens qui prient vraiment ne le clament pas sur les toits. Et voilà, j'ai connu, moi, des paroissiennes pénibles, d'ailleurs, parce que j'ai connu le prêtre et qui me disait, elle m'énerve celle-là. Il y en avait une qui tombait dans l'allée centrale, à genoux, les bras en croix. Ah oui. Et ben, c'est un peu du même genre. Ouais. Macron a cette chose-là. Mais alors, comment vous êtes fait aussi votre j'allais dire votre base de fans, mais oui, votre base de fans, ça se dit en votre base d'admirateurs. Là, c'est un peu injuste et un peu flatteur à la fois. C'est que, comme littérateur, j'ai eu toujours un succès assez convenable, mais pas considérable, parce que ma littérature était un peu relevée, disons. Et en revanche, là, avec la télévision, on voit quelqu'un de plus familier. Ouais. Je suis familier dans ma façon de m'exprimer, tout en restant quand même correct. Bien sûr. Ça, ils sont sensibles à ça, parce que sur Internet et partout, et sur Énergie, il y a que des gens qui disent « Ouais, toi, mon pote, je vais te dire... » C'est pas mon genre, quoi, évidemment. Je suis de l'autre France, celle qui a fait latin-grec, celle qui a été élevée chez les jésuites. C'est d'ailleurs ça que le pouvoir n'aime pas trop chez des gens comme moi, c'est que... Vous avez fait vos humanités. Voilà, j'ai un peu le sens de la nuance dans l'analyse de leurs interactions. Et vous avez connu Pompidou, Giscard. J'ai connu Pompidou, Giscard, puis faire vos études dans le même collège que Brigitte, ou celui que Brigitte a dans oui, à Rouet-Franklin, évidemment. Oui. Vous n'avez pas à l'époque. Vous n'avez pas reçu ses enseignements ni ses lumières. Non. Mais en revanche, le niveau en français était exceptionnel à Franklin de mon temps. Nous, toute la classe pratiquement a eu mention très bien. Hippocane dans la foulée, enfin bon. Vous n'êtes pas un homme déconstruit. Et donc vous êtes dangereux pour ça? Oui, parce que il y a un mélange entre une certaine fermeté de caractère et une fermeté de vocabulaire qui les énerve. Ils aimeraient bien que je sois familier, enfin un peu vulgaire, comme sur le plateau d'Ardisson. Ah oui. Du style, toi, ma poule, je vais te dire, tu commences à m'énerver. Bon, ce genre-là. Alors, évidemment, cette façon de se flairer le derrière en permanence, c'est pas du tout la mienne. Moi, j'ai connu toute ma vie que des octogénaires qui c'était Edmond Rostand de mémoire.
parfois qui étaient polytechniciens aussi, parce que dans cette génération, il y avait des capitaines d'industrie énormes qui avaient une culture personnelle énorme aussi. Et ça a complètement disparu. Ça, j'aimerais bien, pardon, on va faire une petite diversion, j'aimerais bien en parler parce que je lis aussi des auteurs de cette époque qui racontent pouvoir, justement, comme vous disiez, citer des paragraphes entiers de personnes ou alors lire des ouvrages de 500 pages dans une après-midi. C'est fascinant. C'est-à-dire aussi que nos capacités intellectuelles ont régressé. Alors, pas entièrement, parce que ce que vous dites, c'est vraiment une maladie mentale dont pas mal de gens que vous connaissez sont atteints. Pierre-Yves Rougeron, que j'estime beaucoup pour cette raison, qui est un caractériel, mais qui lit un livre par jour. Il lit un livre par jour. Oh oui, pratiquement, oui. Ah, oui. Et puis attention, il est capable de citer tout ça. Enfin, il a un esprit très ordonné, mais évidemment, bon, il est un peu ronchon, quoi. Ah, bon, bah, attendez. Alors, il n'est pas le seul. Il y en a plein d'autres. Moi, j'ai mon meilleur copain. Il est comme ça. Il lit tout le temps. Il en connaît 10 fois plus que moi sur tous les sujets. Donc lui, c'est un érudit. Moi, je suis cultivé, mais lui est érudit. Et là, l'érudition, l'érudition, c'est quand, c'est par exemple Paul Elkarat dans l'émission de Ruquier l'après-midi sur RTL. Vous lui dites, cet écrivain né en 1826 et mort en 1880, et hop, le type dit, c'est machin. D'accord. Donc en fait, il a toute la grille Excel dans la tête de toutes les morts et toutes les naissances du 19e siècle. Est-ce que vous trouvez quand même anthropologiquement les gens que vous avez pu fréquenter dans les années 70-80, je ne sais pas quels écrivains vous avez fréquentés, mais... J'ai fréquenté des grands et des beaux. Des gens du Tour, des gens Co. Jean Dutour, Jean Co, un peu moins. Jean Raspail beaucoup. Qui d'autre Julien Green, grande fierté d'avoir longtemps bavardé avec Julien Green, qui avait le même éditeur que moi à un moment. Moi, j'étais tout jeune, j'avais fait un livre ou deux. Et puis après, croiser Monterland, bavarder avec Malraux quand il se promenait au bras de Ludmilla Tcherina. Enfin bon, c'est vrai, c'est la fin d'une époque, il n'y a aucun doute. Et puis le Figaro, c'était quand même un navire énorme qui venait de traverser les océans de l'histoire et qui échouait là à Paris dans une espèce qui était l'ancien local de l'humanité. Vous vous rendez compte un peu la déchéance. Et donc j'ai connu tous les vieux du Figaro, James de Coquet, Jean d'Ormesson évidemment, qui n'était pas un vieux mais à l'époque mais un jeune. Et donc j'avais l'un de mes vieux copains vient de mourir cette semaine, qui avait connu tout le monde. Par exemple, il avait fait une interview de la dernière bonne de Victor Hugo. Alors, au Figaro, à l'époque, on avait quand même des gens comme ça qui avaient connu la dernière bonne de Victor Hugo. Et alors, je lui dis, alors, c'était comment comme interview? Très décevant. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle a dit, la seule chose qu'on a réussi à en tirer, c'est il gueulait, mais il gueulait. Ah oui, en effet, oui. Un peu décevant. Mais parmi cette génération, il y a beaucoup de gens qui pensaient comme vous il y a 50 ans, 40 ans, et qui aujourd'hui, est-ce qu'ils sont toujours sur votre ligne ou est-ce que... Alors, c'est difficile. Il y a ceux qui ont fait une carrière administrative éblouissante, genre Conseil d'État, Cour des comptes. Ça, c'est tous mes copains d'enfance, enfin de jeunesse. Ils ont tous eu des postes très prestigieux. Et ceux-là, évidemment, sont devenus, disons, macroniens de façade. Parce qu'il fallait, parce que c'était pas possible autrement. Maintenant, évidemment, quand leur petit-fils à table, malgré les admonestations du grand-père, dit « Et alors, l'affaire Brigeon, qu'est-ce que ça donne ?» Alors, évidemment, le grand-père se fâche, mais tout le monde rit sous cap, moi le premier, évidemment. Après, on m'accuse d'avoir inséminé le clan familial avec le sujet interdit. Et voilà, bon, mais ce que je veux dire, c'est que ces gens sont pas fous, quand même. Quand vous dites de façade, ça veut dire qu'en privé, ils peuvent vous dire des choses. Oui, parce que, par exemple, mon ami, je cite même pas son prénom parce qu'on le reconnaîtrait, après avoir dit tu ne parles pas de ça, après avoir fait ça, il m'envoie des coupures de presse sur le sujet. Donc ça intéresse. C'est assez oui. De toute façon, chacun maintenant commence à comprendre que ça va s'effondrer d'une manière ou d'une autre et commence à se blinder un peu. C'est logique. Bon, il y a ceux-là et donc il y a qui d'autre? Il y a aussi. J'ai pas connu, moi, de gauchisants militants pénibles. Sauf en littérature, où là, ils le sont tous. Alors, vous avez une question de Guillaume F4M qui nous dit « Nous devons agir pour défendre notre identité et notre patrimoine. Comment faire ?» Déjà, commençons par rester nous-mêmes et ne disons pas, par exemple, et attends une minute.
dans les feuilletons. Ça, c'est déjà trop pour vous. Mais non, mais parce que c'est hey, wait a minute. Ça, on a ça dans la version anglaise, mais là, oui, en français, mais ça n'existe pas. Ah, d'accord. Attends, une minute, en fait, ça n'existe oui, pas. toutes ces expressions qui sont traduites par les feuilletons américains, je le sais puisque je l'ai fait. Pire que Radio Courtoisie. Ah non, mais moi, à l'époque où je traduisais des livres, je m'écartais de l'anglais. Je ne traduisais pas hey, wait a minute par attends une minute. Je disais, en gros, je disais minute papillon, ce qui est une expression très française. Et donc, moi, j'avais cette politesse, mais les traducteurs de feuilletons ne l'ont plus. Du coup, la jeunesse dit, bah voici, ça se dit en français. Mais non, ça se dit pas en français. Et du coup, ça se dit, pardon, je vous ai repris, mais du coup, ça se dit Du coup, oui. La locution se dit Oui, ça se dit, mais pas dans tous les... D'accord. Du coup, ça veut dire en conséquence. Mais c'est quand la boulangère vous dit, du coup, vous voulez une baguette ou deux non, en ça conséquence, va pas. Vous voulez une baguette ou deux non, du coup, elle en a une. Non, ça marche pas. Non. D'accord. Oui, donc garder son identité. Voilà, garder son identité, c'est aussi continuer à vivre devant ses enfants, notamment devant les jeunes de sa famille, comme l'ont fait nos parents et grands-parents, de dire désolé, mais même si tu l'as vu dans le feuilleton de TF1, on ne met pas ses coudes à table. Voilà, on laisse les mains comme ça. Ah, vous êtes très attaché à la bienséance. Non, mais il y a d'autres choses. Par exemple, dire parfois au lieu de des fois. Des fois, des fois, oui. Alors, des fois, c'est très latin. Les Italiens disent ça, delle volte. Oui. Donc, c'est bon, on peut pardonner des choses qui viennent un peu de nos pays voisins. C'est quand l'huile même. d'olive, ça va. Voilà. Et vous parlez beaucoup de la langue française, mais il y a peut-être aussi une manière de se nourrir, de faire vivre un patrimoine régional aussi. Alors, le problème, voilà, par exemple, moi j'ai fait un semi-infarctus au mois de juillet dernier, je n'ai plus le droit de manger le saucisson, le fromage de comté, enfin tout ce que j'aimais. Donc le problème aussi, c'est qu'il y a dans la tradition des choses qui sont porteuses d'un de quelque... pas devenir ascétique quand même. Non, mais voilà, le problème c'est que j'ai été obligé de remplacer la plupart des condiments par du piment qui lui est neutre et bon. Et alors, donc, comme on est assez nombreux à faire attention à notre santé, contrairement à la génération précédente qui s'en foutait, il faut reconnaître. Mais pour quelle raison fais-je attention à ma santé ? Parce que je sais que si je deviens essoufflé, etc., je ne pourrai plus sortir ma moto, faire du parapente. Et j'ai encore cette illusion à 71 ans que je vais pouvoir faire ça jusqu'à 78. Donc, et je sais que le saucisson. 68 heures. Voilà, je sais que le saucisson m'interdirait de le faire très longtemps. Ouais. Donc le saucisson, vous avez sacrifié le saucisson avant. Moi, je vais vous dire franchement, je préfère le saucisson à la au parapente. Oui, et au parapente. Enfin, c'est moins dangereux peut-être. Ouais. Alors il y a une question. Je pense qu'elle va prendre du temps. Elle vient de Toussaint Argenteau. Ouais. Quel portrait psychologique pouvez-vous dresser du couple Macron ? Ben, je l'ai fait plusieurs fois, donc et même pour être tout à fait franc, j'ai été complimenté par Xavier Poussard, qui est un bon connaisseur en la matière, et qui a dit que j'étais le meilleur analyste de ce qui se passait vraiment dans ce nœud. Alors, il y a des choses qu'on peut dire et d'autres qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qui sont publiques mais que personne ne voit et que j'ai dites souvent, y compris écrites dans un article de Éléments, il y a longtemps. Mais il n'y a pas eu d'autres articles dans Éléments, bizarrement. Donc bon. Et pourquoi ? Parce que je vais vous donner la teneur de l'article. Je disais que Emmanuel Macron est un gérontophile inné, forcené, mais de la mauvaise catégorie. Moi qui ai été, dans toute ma jeunesse, fasciné par les octogénaires, par le monde ancien, par tout ça, j'étais extrêmement respectueux. Et par conséquent, quand je fréquentais un académicien, c'était pour le statufier davantage, pour lui dire écoutez, ça me fait tellement plaisir de vous rencontrer, j'ai tellement d'admiration pour vous. Bref, j'en faisais des tonnes. Et ça m'était naturel. Le problème de Macron, et on le voit bien avec les grands de ce monde, le pape, etc., c'est qu'il leur tape sur le ventre immédiatement. Et tout en ayant conscience de ce que ce sont des personnages importants, il lui plaît de taper sur le ventre de personnages importants. Il tire sa lumière. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de dégrader ce qui s'élève parce que lui-même a un complexe d'infériorité et qu'en dégradant ce qui est au-dessus de lui, notamment par l'âge, voilà. Et j'ai connu un autre caractère comme ça qui m'en voudra pas et qui avait tout à fait ce comportement-là, mais qui probablement s'en est guéri, qui était un écrivain très estimable qui s'appelle Patrick Besson. Patrick, pas l'autre. Bien sûr. Patrick Besson était un type avec beaucoup de talent et qui était très fêté parce qu'il était vraiment très drôle par les académiciens notamment et qui faisait par exemple des voyages avec Jean Dutour en Serbie puisqu'il était serbe d'origine, etc.
Dutour en a parlé, il dit il est odieux, il est extraordinairement insolent, mais quelle drôlerie. Oui. Donc il se Et permet, voilà. c'est l'homme de la transgression. Et donc là où Macron, lui, n'a aucune drôlerie, parce qu'en fait, il ne fait même pas excuser cette familiarité avec les grands par un humour amusant et féroce. Beaucoup disent qu'ils ont été séduits quand même par Macron. Alors, ils ont été séduits parce qu'il est séducteur verbalement. Oui. Il ne cherche pas ses mots. Il a un humour très allusif. Je me retrouve à défendre Macron. Et cette iconoclastie, attention, il faut voir que nos élites sont tellement décadentes que l'iconoclastie, à ce point-là, le côté je te tape sur le ventre, même si tu es académicien, au fond, les académiciens la réclament. Car nous sommes dans une période, je me souviens d'une scène tout à fait accablante et stupide. Il y avait une petite idiote qui venait de France Inter et qui sévissait sur France 2, qui s'appelait Chris, K-R-I-2-S. Elle était très mignonne, avait les cheveux courts et bruns, et elle était un peu insolente à l'antenne de France Inter. Et là, elle interrogeait Jean d'Ormesson sur un plateau de télévision, et à bout d'un moment, alors que le type était vraiment à son meilleur, il était très bien habillé, il parlait comme ça, bon, bref, c'était un personnage digne. Elle lui demande, est-ce que vous pouvez me donner une de vos chaussettes ? Voilà, on en est là. C'est-à-dire que le service public, à l'époque, produisait une fille qui humiliait publiquement un académicien en lui demandant une de ses chaussettes. Et c'est pas neutre. Il y a évidemment un sens derrière tout ça. Et vous venez d'une autre France, on l'a dit. Ouais. Vous aviez un coup de gueule du jour. Oui, et avant ça, je vais vous poser quelques questions. D'accord. Corentin Périni, Valentin Schirmer, l'émission des Tintins. Alors vous connaissez l'expression marxiste, d'où tu parles, on va vous poser quelques questions là-dessus, d'où vous parlez Christian Combaz. Alors quelle est la plus grosse gaffe de votre vie, Christian Combaz ? Je crois que c'est d'avoir dit à un marchand de tableaux new-yorkais qui m'avait invité à déjeuner avec son ancien copain, parce qu'il était homosexuel et il avait un copain, qui était un assez beau gars de 40 ans, d'avoir dit oui, alors moi, comme écrivain, ma hantise, ce serait de finir publicitaire. Malheureusement, c'était le cas du type en question. Ça, c'était l'horreur. Ça, c'est le repas s'est achevé dans une sorte de fraîcheur mutuelle. Vous avez échangé de sujet. J'en ai une dans ce genre-là où j'allais ouvrir à une voisine dans un immeuble, une porte d'immeuble, et puis je lui dis ça va, elle me dit je sais plus quoi, j'en peux plus des Français. Je dis il y a pire, il y a les Hollandaises, elle est hollandaise. et il y a pire, je lui dis mais vous en faites pas, il y a pire qu'il y a Hollandais, il y a les Allemands. Elle me dit mon mari est allemand. Bon je vais y aller. Bon je vais faire un tour. Alors que feriez-vous par amour ? Moi je me sacrifierais très volontiers. Disons, j'hésiterais pas très longtemps. Dans une guerre, vous pourrez même votre... Ah mais moi je me jette devant le fusil. En fait, je suis extrêmement croyant. Ah oui. Donc, et puis sans effort, sans affectation, je veux dire. Moi, j'ai pas besoin de tomber dans l'allée centrale les bras en Ça croix. vient de votre éducation jésuite. Et donc, pour moi, l'amour est par définition à un pied dans l'au-delà. Donc finalement, c'est un geste naturel, quoi. Étonnant. Bah écoutez, quelle est la thèse la plus... Non mais c'est beau, mourir tout simplement. Quelle est la thèse la plus complotiste dans laquelle vous croyez ? Bon, alors on va être amusant. Celle à laquelle tout le monde pense. C'est simple. Entendu. J'ai toutes les raisons de croire que c'est vrai. Mais alors, est-ce qu'il y a une thèse complotiste, quelqu'un qui vous a dit une thèse et vous êtes dit ah là je marche pas, alors, ça va trop loin? Oui, en même temps je suis très tenté, mais je marche pas. Oui. On a laissé entendre que le vaccin avait pour effet d'annihiler l'activité de la glande pinéale. Vous savez ce que c'est ça? C'est une microglande qui est à la base de l'hypothalamus et qui a soi-disant pour vertu d'éveiller le cerveau à toutes les questions spirituelles. D'accord. C'est-à-dire, en gros, c'est la glande de Dieu, c'est celle qui vous rend appétant, qui vous rend plein d'appétit à l'égard de l'ésotérique, etc. Et on prétend, et ça c'est un vrai sujet scientifique, que c'est ce qui est excité par les substances comme la DMT, la diméthyltryptamine, qui est la seule drogue vraiment scientifique, mieux que le LSD, qui soit une drogue de la connaissance et pas une drogue de l'illusion. On n'incite pas aux auditeurs, évidemment. Non, mais on voit sur Internet, on voit tous les descriptifs. En gros, ils appellent ça la drogue de Dieu, c'est-à-dire 5 minutes d'expérience, aucune accoutumance évidemment, puisqu'on n'a pas envie de la recommencer l'expérience. Mais quand on revient, on dit
la réalité, je l'ai vue là-bas, c'est pas ici. Donc, cette glande serait ce qui est excité par cette drogue. D'accord. Et ça, mais ça, vous n'y croyez pas. On vous je l'a crois dit, pas. Ce serait trop beau. D'accord. En gros, non, mais ce que je veux dire, c'est que la thèse selon laquelle le vaccin aurait pour mission secrète de tuer le sentiment religieux, c'est très séduisant pour un livre de science-fiction, mais bon, je crois que c'est peut-être aller un peu loin. Faites-en un livre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus rural en vous? Ce qu'il y a de plus rural en moi, c'est le doute. Les ruraux doutent de tout. Sauf de la FNSEA, hélas. Et qu'est-ce qu'il y a de plus citadin en vous, justement? Ce qu'il y a de plus citadin en moi, les cafés. Les cafés. J'adore passer. J'ai écrit beaucoup de mes livres au café, partout à New York. J'adore ça, l'ambiance, le sentiment de sauver une pensée personnelle du brouhaha. Ça, j'adore. Et justement, le brouhaha, ça vous empêchez pas J'ai l'impression d'être un. Oui, c'est ça, d'être un matelot qui mange sa boîte de conserve à toute allure pour qu'on la lui pique pas, quoi. Il y a un côté un peu urgent. Et donc, en fait, mes phrases coulent beaucoup plus facilement quand il y a une urgence comme ça. C'est intéressant. Intéressant. Allez, un mot. La France, dans 20 ans, ça sera ça sera beau et pas européen. Bon, écoutez, magnifique. Pas européen dans quel sens? Je pense qu'on redeviendra nous-mêmes. On aura pas dans l'Union européenne. Voilà, on aura plus de rapports avec. Parce qu'on peut le prendre d'une autre manière. Oui, quand non. même. Mais moi, l'Europe, j'invite les gens qui nous regardent et qui nous écoutent à aller voir sur Internet, sur YouTube, un petit film que j'ai fait il y a longtemps pour une conférence et qui s'appelle « L'Europe des seins nus sous les balcons ». Le titre ne peut pas prêter à confusion. En tout cas, vous tromperez forcément sur cette petite conférence de 20 minutes où j'explique que l'Europe, c'est avant tout les cariatides dénudées que l'on voit de la Finlande à la Sicile. C'est ça, notre fond européen. C'est une attention indulgente et patiente et portée à la chair. À la chair, pas forcément sexuelle. Je veux dire, c'est pas parce qu'on voit une fille nue sur une toile qu'on a envie de violer sa voisine au musée, vous voyez. Et donc, en gros, la civilisation européenne avait réussi à détacher la gaudriole visuelle, le caractère un peu olé-olé de l'opéra d'Offenbach, tout ça, de la sexualité pure et brute et idiote. Le raffinement de la civilisation, c'est ça. Et la civilisation européenne avait réussi ce prodige à peu près dans tous les pays, notamment la Hongrie, mais la Pologne aussi, etc., de faire en sorte que les gens avaient évidemment des affinités d'ordre sexuel entre eux dans les salons, et dans les musées, et quand on voyait des statues dénudées dans tous les foyers d'opéra, mais c'était pas pour ça que la sexualité baignait la vie sociale. Elle l'agrémentait. Oui, ça ne déclenchait pas des voilà, et c'est un peu pareil pour l'alcool d'ailleurs. D'ailleurs, les deux sont assez voisins. Nous avions réussi ce prodige d'une civilisation qui buvait de l'alcool à table, sans tomber sous la table, ce que n'ont pas fait ni les Allemands ni les Suédois. C'est la raison pour laquelle le verre de bière vaut 20 € chez eux, c'est que ils sont pas raisonnables, quoi. Ou ils sont pas raisonnables, ou plutôt ils ont une génétique qui ne leur permet pas de métaboliser comme nous. Donc les Latins, eux, boivent 2 verres de vin à table et n'y pensent pas dès 3 heures de l'après-midi pour recommencer. Les Anglais, chez moi, dans le Languedoc, passent leur temps à boire du vin rosé. C'est une obsession. En plus, c'est du mauvais alcool qu'ils boivent souvent. Alors, vous vouliez revenir sur votre coup de gueule de la semaine. Vous m'avez dit, le principe, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit, qui est venu renverser l'inverse. Autrement dit, aujourd'hui, voilà. Tout ce qui est... Autrefois, on faisait les choses. Quand il y avait des problèmes, la puissance publique interdisait en disant « mais tu plaisantes ». Alors j'ai fait ça, il y a beaucoup de bêtises. J'ai fait beaucoup de bêtises en deltaplane, en parapente. On n'avait pas de casque, on volait comme des malades avec du matériel vraiment pas fiable. Il y a eu pas mal d'accidents. Donc là, c'est un peu normal que la puissance publique ait créé des normes pour que les parapentes ne soient pas cousues à la main par des gens idiots. Donc ça, c'est un peu normal. En revanche, ce qui est absolument inadmissible, c'est que maintenant, la plupart des gens disent « ce que vous faites là, est-ce que c'est autorisé ?» Oui. Donc là, les gens ont dans la tête l'idée que ce qui n'est pas autorisé explicitement est forcément interdit. Alors ça, c'est épouvantable. C'est la négation de notre civilisation. Une citerne dans une exploitation, est-ce que c'est aux normes son truc? Oui, voilà, c'est ça. Le pire, puisqu'on prétend que les Américains sont en avance par rapport à nous, dans les années 90, j'ai volé en deltaplane à Fort Funston, qui est une sorte d'énorme dune qui est au sud de San Francisco face à l'océan.
On était 12 ou 15, l'école locale s'appelait Chandelle, je me souviens. Et on faisait les fous, on faisait des 8 sur la tête des spectateurs, et vraiment comme, sans casque, sans rien, quoi. Sans la moindre assurance, sans... et donc, ça, il n'y avait pas de ceinture dans les voitures, on fumait dans les avions. Quand j'allais à San Francisco en 85-90, on pouvait fumer un paquet sur un Paris-Los Angeles. Ça nous manque ce temps. Oui, non, mais bon, il y a la chose quand même qui est un peu dangereuse, c'est quand votre voisin se retourne vers vous en disant est-ce que c'est autorisé ça? Ça, c'est le début du fascisme. Vous dites que oui, mais c'est plutôt le modèle est plutôt chinois qu'américain. Oui, mais c'est le début d'une sorte de fascisme rampant. Comme l'interdiction rôde dans tout ce que nous faisons, on n'ose rien faire. Donc ça, c'est un peu pénible. Le pire étant la puissance publique qui vous condamne en France pour des choses qui n'étaient pas réputées interdites, mais on vous dit mais si, ça l'était. Le texte vient de paraître aujourd'hui. Ce genre-là, ça nous arrive sans arrêt. C'est la même chose que pour les panneaux 110, 90 sur la route. Vous êtes parfois verbalisé pour un panneau qui n'existait pas. Ou pour des aires maintenant, ils ont des voies de covoiturage, c'est-à-dire qu'il faut être à 2 personnes sur une route. Absolument. Et vous savez pas laquelle. Moi, je ne sais jamais si c'est celle de droite ou celle de gauche. Enfin, bref. Et alors, par exemple, la Corse, qui est un peuple plutôt dissident, ça c'est quelque chose. Mais moi, je suis à moitié corse. Ma mère est corse. Quelle région en Corse? La Balagne. Île-Rousse. Ourstaka. D'accord. Juste au-dessus d'Île-Rousse. Et j'ai pour cousine issue de grand-père Catherine Colonna, qui est une femme très courageuse en politique. Oui, c'est vrai, d'accord. Je viens de faire le rapprochement. Je n'ai pas tout de suite, mais bref, je regarderai. Catherine Colonna, c'est la ministre. Mais c'est cette personne extraordinaire qui a résisté à Macron des 4 fers, bien sûr. en politique internationale, tout. Enfin, elle n'a pas fait un parcours intéressé du tout dans l'administration. Et donc les Corses sont parfois pas forcément résistants. Là, les Corses administratifs sont des mafieux de première, c'est-à-dire qu'ils connaissent les gens qu'il faut. C'est ça. Voilà. Et donc après, quand revenus sur l'île, ils sont évidemment des caciques, parce qu'ils dictent leurs lois, parce qu'ils connaissent tellement de gens à Paris. Mais en fait, le comportement corse est un peu celui que vous trouvez dans le Gers ou dans des pays comme ça. C'est que les gens qui connaissent quelqu'un à Paris pour avoir des subventions sont évidemment mieux placés que les autres localement. Dans les dîners, c'est toujours celui qui est à côté du préfet. Voilà, il reste 2 questions qu'on va lire de nos auditeurs. L'émission des Tintins. Alors non, justement, je vais les lire. C'est GC 1993 qui dit pourquoi. Alors on a répondu, mais pourquoi votre chaîne YouTube n'arrive pas à atteindre 85 000 abonnés? Êtes-vous victime de censure? Il n'y a aucun doute. Les gens ne comprennent pas. Bon, surtout que ça, on en a quand même pas mal parlé, mais nous, on a été ce qu'on appelle shadow banné. Oui. C'est-à-dire qu'on est mis soit dans les limbes. C'est pire que ça. Moi, on m'enlève régulièrement 2000, 3000 abonnés. Mais parce que donc, ça fait combien de temps que vous êtes presque à 85 000? Attendez, au début, j'étais à 160. Ah, d'accord. Ah, donc les gens oui. Enfin, non, en nombre de vues. En nombre de vues, j'étais 160, 180. Et après, en abonnés. Et après, maintenant, je plafonne à 18 000. Donc, bon, il y a quand même eu un tirage vers le bas. Et en abonnés, ça stagne complètement. C'est-à-dire que quand ça va dépasser 85, je redescends à 82. Oui. Vous avez un plafond à 85. Donc, on invite évidemment tous nos auditeurs à s'abonner. Abonnez-vous. Mais non, d'ailleurs, ça marche assez bien. Mais on va voir si ça explose. Et abonnez-vous à Toxin Plus. Ce qui marche assez bien, c'est les phénomènes de foule. Le problème, c'est qu'après, l'algorithme de YouTube est prévu pour repérer les phénomènes de foule. Et pour sentir qu'il y a eu une... on peut comprendre. Alors, il y a une dernière question. Vous abonnez pas, alors. C'est The Polito Gate qui nous dit: souhaitez-vous un candidat souverainiste en particulier et que pensez-vous des autres dirigeants politiques soi-disant dissidents? Écoutez, moi je donne à mon devin, un personnage que j'aime bien dans ma chronique, la conviction que Philippe de Villiers va prendre les rênes pour 1 an ou 2. C'est-à-dire que, en raisonnement pur, il est quand même le mieux placé pour donner l'illusion d'être un dissident, donner l'illusion, donc pour vous, il n'est pas vraiment dissident. Quand on vole au secours d'Israël à ce point, on n'est pas vraiment un dissident. Oui. Quand il est sur Sinus, vous voulez dire? Oui. Il a quand même. Alors, en même temps, ça milite en faveur de ce que je vous dis. C'est que, comme il est très, très indulgent à l'égard de ce que fait Israël en ce moment, on peut imaginer qu'il a
des intérêts à défendre qui sont les siens, celui du mandat qu'il pense pouvoir exercer. Peut-être qu'aussi il y croit. On peut toujours penser que c'est une sorte d'intérêt. Je suis désolé. Peut-être. Mais vous pensez qu'il a des ambitions politiques parce qu'il est Je pense qu'il finit par comprendre qu'il est quand même. D'abord, il est plus tout jeune, mais il a milité toute sa vie pour faire ça. Ce serait bizarre de jouer les général Boulanger et de se suicider sur la tombe de sa maîtresse au dernier moment. Oui, mais vous pensez pas que justement il est bien, il a sa chronique, enfin c'est ce que disent les gens, mais moi je suis convaincu qu'il peut être l'objet d'une campagne vraiment assidue sous son balcon. Les gens vont venir camper sous son balcon en disant il y a que vous, il y a que vous. À la fin, il peut se laisser tenter en disant d'accord, mais voyez l'âge que j'ai, pas pour plus de 2 ans et dans telle condition. Et s'il fait ça, à mon avis, il ramasse tout. Mais la France rurale, elle connaît Philippe de Villiers, elle l'apprécie. Oui, parce que là, ça marche très bien, sa rubrique télévisuelle. On voit pas, mais Bolloré a eu un coup de génie. Il a fait de la politique sans le vouloir, enfin sans le vouloir, sans avoir l'air de le vouloir. Son émission est une émission à la fois culturelle, politique. D'ailleurs, l'Arcom s'y est pas trompé. Mais de toute façon, le mal est fait, si j'ose dire. Bon, depuis 2 ans, il a réellement créé un mouvement de pensée intelligent. Donc en 2027, vous pensez que Philippe même avant. Je pense que le nombre de candidats qui se manifestent là depuis 2-3 semaines prouve qu'ils sont tous convaincus de quelque chose, que quelque chose va se passer. Dominique de Villepin, vous y croyez pas? Non, parce que je l'ai fréquenté, j'ai été aux affaires étrangères pendant 6 ans, il avait eu la réputation d'être un lapin fou, quoi. Il a même fait l'objet d'une bande dessinée où il est présenté comme un lapin fou. Oui, c'est vrai. Et Quai d'Orsay aussi. Mais très vite, sur les candidats souverainistes, vous n'avez pas un en particulier en tête, quelqu'un avec, mais même une affinité particulière? Bah si, évidemment, j'ai eu une amitié intellectuelle pour Asselineau. Qui n'ira pas plus loin, puisque de toute façon ça dépend de lui et il est crème. Et vous pensez qu'il pourra rassembler alors les souverainistes de tous bords? Il peut, là encore, par défaut. Mais quand vous éliminez tous les autres, il reste 3 personnes, Villiers, Asselineau et Philippot, qui n'a pas tous les défauts quand même. Il y en a quelques-uns, c'est que la police n'est jamais très sévère à son sujet. Bon bah Christian Combaz, on va finir là-dessus cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors on invite évidemment, il faut liker, il faut vous abonner, on l'a dit, à Toxin Plus, à Toxin, à Campagnol TV évidemment. Merci. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Il faut acheter les livres de Christian Combaz quand même. Oui, vous avez le droit, et surtout vous avez le droit d'insister auprès des libraires parce qu'il y a un petit peu de réticence. Jean de Campagnol aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Vous connaissez bien ces éditions, normalement on invite régulièrement des auteurs de cette édition. Merci Christian Combaz et puis Valentin Schirmer. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Rendez-vous demain matin pour la matinale 7h30. Rendez-vous Chronique Police-Justice. Et puis surtout, c'est bien, je fais du rythme. La Fondation Montagnier, on recevra le président de la Fondation Montagnier, du professeur Luc Montagnier, qui perpétue son héritage et ses travaux. Et ça devrait vous intéresser. Merci à tous et à très vite.